Nous sommes en 1562. Le Japon est déchiré par une guerre civile qui dure depuis plus d'un siècle. Les différents chefs de clan souhaitent s'emparer du pouvoir et envoient leurs milices dévaster les campagnes du pays, qui est alors en proie à une forte division. C'est dans ce climat d'extrême tension qu'au centre du Japon va se dérouler un siège décisif dont la cible est le château de Kaminojo. Tokugawa Ieyasu est un jeune maître de guerre déterminé à le conquérir. Mais il est confronté à un problème de taille. En effet, à l'intérieur du château se trouvent ses filles, qui seront tuées s'il lance l'attaque. Quelques années plus tôt, il a accepté de les envoyer à Kaminojo en guise de pacte de non-agression. Une procédure standard dans un pays où personne ne fait confiance à personne. Il doit trouver une solution pour les évacuer et ainsi lancer son attaque. Les chefs de clan luttaient les uns contre les autres et des alliances étaient prononcées pour être aussitôt brisées. Ils ont alors très vite compris que le système de la prise d'otages aiderait à faire respecter ces alliances. Tant que les règles étaient suivies, les familles étaient en sécurité. Si elles étaient brisées, alors elles étaient exécutées. C'était assez efficace. Malgré une armée imposante, Ieyasu est pieds et poings liés depuis un an déjà. Il est dans l'impossibilité d'attaquer le château. Dans l'impasse, il décide alors de contacter un guerrier d'un genre particulier, nommé Hattori Hanzo. Ce dernier est connu pour une chose, la guerre non orthodoxe. La réputation d'Hanzo et de ses ninjas n'est plus à faire. Ces hommes ont d'ailleurs une autre spécialité. La pénétration de châteaux et la délivrance d'otages. Ieyasu n'hésite donc pas à engager les ninjas, dont la mission sera de sauver ses filles. Ieyasu connaissait les capacités d'Hattori Hanzo en tant que chef des ninjas et il l'a promu général dans son armée. Hanzo était craint, à tel point qu'on le surnommait le Diable Hanzo. Hattori Hanzo lance d'abord la collecte d'informations qui lui permettront ensuite d'élaborer sa stratégie. Pour cela, il va utiliser au maximum ses compétences shinobi. Les différentes procédures suivies au cours de cette opération sont familières à tout membre des forces spéciales. Ces stratégies, qui font partie des missions de routine aujourd'hui, ont été élaborées par ces guerriers de l'ombre il y a 5 siècles. Les ninjas ont développé une série de tactiques qui sont aujourd'hui universelles. Elles n'ont d'ailleurs pas beaucoup changé depuis. Il y a eu quelques petites améliorations et adaptations du fait du développement de la technologie et des armes utilisées. Mais globalement, il n'y a pas eu de véritable changement. Vitesse, agressivité et surprise. Le déplacement furtif en silence et en petites équipes. Ce sont des techniques encore actuelles. Jason Williams connaît bien les problèmes auxquels ont été confrontés Hattori Hanzo et ses ninjas. Il s'est installé au Japon après avoir lutté pendant 5 ans en Irak et en Afghanistan au sein des forces spéciales britanniques, où il avait pour mission la collecte d'informations.
D'après lui, l'obtention de bons renseignements dépend de plusieurs facteurs. Lorsque la mission consiste à pénétrer dans un complexe ou une structure ennemie, il existe deux options. Soit on effectue une opération à court terme, soit à long terme. Celle à long terme implique l'introduction d'agents dormants. L'obtention d'une seule information peut prendre plusieurs années. C'est un processus très long en général, et l'opération comporte certains risques pour les individus impliqués, car ils doivent supporter beaucoup de pression. Après s'être vu confier la mission, Hanzo infiltre dans le château une cellule dormante de ninjas qui se sont fait passer pour des villageois locaux. Une tactique shinobi classique. Puisque les hostilités sont à leur paroxysme, le seigneur de Kaminojo engage des locaux, sans réaliser qui ils sont. La cellule dormante ninja peut ainsi pénétrer le château sans aucune opposition. Une fois l'assaut lancé, ces agents dormants seront déjà sur place, à l'intérieur des positions ennemies. En plus d'utiliser l'espionnage comme le font les forces spéciales de nos jours, Hanzo envoie des commandos en mission de reconnaissance, afin d'évaluer les capacités de défense de l'ennemi. Les missions de reconnaissance de l'objectif servent à obtenir un maximum d'informations à propos de la structure cible et des alentours. Grâce à ces informations, on peut envahir mais aussi battre en retrait plus facilement si nécessaire. Hanzo disposant d'informations précises sur sa cible, il peut mettre au point une stratégie. Il décide de grimper lui-même le mur du château. Il se lancera ensuite dans une opération furtive au sein du bâtiment, pendant que son unité attendra le signal. Ce signal sera donné par les agents dormants postés à l'intérieur de l'enceinte du château, une fois les princesses en sécurité. Grâce à ces forces disposées à l'intérieur et l'extérieur, l'ennemi sera pris en tenaille. La stratégie d'Hanzo est au point. Mais pour que l'opération soit un succès, elle doit se dérouler dans des conditions favorables aux ninjas. Les ninjas ne s'infiltraient jamais une nuit de pleine lune. Ils attendaient soit 8 jours avant, soit 8 jours après, au moment où la nuit est la plus sombre, et ils portaient des habits foncés. En utilisant des techniques ninja bien particulières, Hanzo grimpe le premier rempart du château. Pour grimper en haut du rempart, il utilise des griffes de pied situées sous ses semelles, qu'il plante directement dans le mur. Une fois au sommet du rempart, le ninja scie un deuxième rempart en utilisant un outil shinobi particulier. C'est un outil appelé le shikoro. C'est une scie à 2 lames qui permettait aux ninjas de percer des trous dans les murs d'argile et de bois qui entouraient les propriétés. Dans le Japon médiéval, c'était un outil standard du shinobi. Ces murs étaient, pour résumer, des latis de bambou qu'on avait enduits d'argile. Hanzo va donc découper le bambou et s'introduire. L'escalade des murs dans le silence est la partie la plus simple de la mission. Hanzo doit maintenant se déplacer sans se faire repérer dans une enceinte où des soldats l'attendent. Une fois à l'intérieur, il attend. Il devait attendre que les patrouilles munies de torches passent près de lui. Les techniques ninja d'Hanzo le rendent indétectable. Mais il doit rester sur ses gardes, car il sait que l'ennemi attend sa visite. Il devait rester prudent, parce que des hommes patrouillaient également sans torche. Leur mission était la chasse aux ninjas.
Les agents dormants retrouvent Hanzo pour lui indiquer les appartements royaux. Ensuite, il sera livré à lui-même. Le ninja va devoir s'orienter dans ce vaste château et se débarrasser des sentinelles qui se trouvent sur son chemin. Presque invisible grâce aux techniques shinobi, il les prend par surprise. Les gardes étant mis hors d'état de nuire, Hanzo doit maintenant trouver les otages. Comme prévu, les agents doubles d'Hanzo émettent le signal au commando ninja et aux samouraïs de Ieyasu en mettant le feu dans l'enceinte de la forteresse. Les commandos éliminent les gardes pendant que les troupes de Ieyasu envahissent le château. Les otages sont évacués dans le chaos. Cette opération est un classique des techniques ninja. L'infiltration des positions ennemies, la reconnaissance et l'attaque menée sont un cas d'école shinobi. Le succès d'Hanzo consolide sa réputation personnelle et place ainsi son école et sa région au sommet de la hiérarchie ninja nippone. C'est au milieu des montagnes, dans une région mystérieuse totalement coupée du reste du monde, que sont formés ces ninjas. Des montagnards redoutables, fiers et indépendants. On les appelle les hommes d'Iga. Les ninjas d'Iga étaient connus dans tout le pays. Ils avaient la réputation d'être les meilleurs. Ils offraient leurs services partout au Japon. Et lorsqu'ils se présentaient à un chef de guerre, il leur suffisait de dire qu'ils avaient appris l'art du ninjutsu à Iga et ils étaient engagés sur le champ. Les techniques ninja pratiquées par les hommes d'Iga sont le résultat de siècles de tradition guerrière. Elles proposent une combinaison unique entre la puissance physique des experts en arts martiaux, le maniement du sabre des guerriers samouraïs et l'expertise tactique préconisée par le maître en la matière, le général chinois Sun Tzu. C'est au cœur des villages montagnards au climat rigoureux de la région d'Iga que le soldat shinobi est entraîné. Au moment où il débute sa formation, il est déjà aguerri. Mais pour devenir ninja, il va devoir passer une batterie d'épreuves radicales. Les ninjas devaient survivre dans plusieurs types d'environnements. Que ce soit pour les opérations d'infiltration ou de collecte d'informations. Ils s'y entraînaient donc en affrontant l'exposition à de basses températures et à haute altitude. L'entraînement à la survie en haute montagne est au cœur de la formation des ninjas, tout comme il l'est aujourd'hui dans la formation des membres des forces spéciales. Tous les soldats doivent suivre un processus individuel qui implique la forme physique par le biais de longues marches sur terrain montagneux et accidenté. Il implique aussi le pragmatisme des agents qui sont complètement isolés et exposés à la nature avec un minimum d'équipement dans un contexte de survie. La formation implique de vivre isolé du monde et de s'adapter à la nature.
Les ninjas optimisaient leur régime alimentaire afin de résister au froid et à la faim. Ils ne disposaient que d'un kit de ration qui durait 3 jours environ. Ensuite, ils devaient se débrouiller. L'art ninja repose principalement sur la survie et l'endurance. Mais la formation du guerrier ninja ne repose pas uniquement sur son endurance physique. Être ninja signifie endurance, mais surtout endurance face à la pression. Parce que le guerrier était destiné à effectuer des missions en territoire ennemi, et sa capacité de résistance à la pression était fondamentale. Les hommes d'Iga sont shintoïstes, une pratique religieuse basée sur la vénération des esprits de la nature. Pour un ninja en mission, ne faire qu'un avec la nature lui permettra de se fondre dans l'environnement. Le ninja parvient à se fondre dans ce qui l'entoure. Et cette capacité est l'expression ultime de ce qu'est le shintoïsme, c'est-à-dire atteindre l'harmonie avec l'environnement. Un ninja pouvait ainsi disparaître aux yeux d'un observateur, car il était profondément connecté à la nature qui l'entourait, à tel point qu'il ne faisait qu'un avec elle. Comme les ninjas du XVIe siècle au Japon, les membres des forces spéciales, tels que les Navy Seals ou les Special Air Service, sont formés au camouflage et à la dissimulation. La capacité à se fondre dans son environnement est une qualité essentielle. S'il se trouve dans une zone naturelle, l'agent doit savoir à l'avance comment et d'où l'ennemi va le rechercher. À la fin de leur formation, les membres du Special Air Service, comme les ninjas, maîtrisent de manière presque instinctive l'art du camouflage, dont les principes de base sont forme, éclat, ombre, trace et mouvement. Le soldat doit maîtriser la forme. Le camouflage a pour but de briser la forme du corps humain, puis l'éclat que peut produire la pointe du nez, le front ou le métal d'une arme. Il doit également maîtriser son ombre, et plus la forme mentionnée précédemment est maîtrisée, plus l'ombre le sera. Le soldat doit également éviter de laisser toute signature visuelle ou olfactive, en ne laissant aucune trace. Et finalement le bruit, car une brindille ou une feuille morte écrasée peut faire repérer le soldat. Au fil des siècles, les ninjas sont progressivement devenus un élément indispensable de la machine militaire japonaise, en tant que collecteurs d'informations et agents de terrain. Comme les forces spéciales de l'ère moderne, ils cherchent en permanence à élaborer de nouvelles stratégies et perfectionner leurs techniques afin de gagner en efficacité. « 17 ans après leurs exploits au château de Kaminojo, une menace imminente plane sur les hommes d'Iga. En effet, une vaste armée écrase le pays et détruit tout sur son passage. Elle est dirigée par un homme connu pour son amour immodéré de la violence. Un tyran mégalomane qui va marquer par sa cruauté l'histoire du Japon. Oda Nobunaga veut conquérir le pouvoir absolu. Nobunaga avait pour projet l'unification du Japon sous ses ordres. C'était son unique objectif. Et tous ses opposants allaient être éliminés. Nul ne serait épargné. Nobunaga est un tyran froid, calculateur et sanguinaire. Il détruit toute résistance sur son passage avec une extrême cruauté. Mais les hommes d'Iga ne sont pas du genre à se soumettre à un pouvoir. Vers la fin du XVIe siècle, les ninjas sont confrontés à un problème. Nobunaga ordonne une obéissance totale et il refuse de s'y soumettre. Deux forces sont sur le point de s'affronter. En effet, aucune ne semble décidée à se compromettre. La confrontation est alors inévitable. Nobunaga n'a qu'une solution,
envahir les montagnes d'Iga et exterminer les ninjas. Afin d'asseoir son autorité, Nobunaga envoie ses samouraïs les plus féroces à Iga. Ces redoutables guerriers ont reçu l'ordre de ne laisser aucun survivant. Mais il va commettre une erreur. En effet, il a confié les rênes de l'opération à un général tout à fait inapte à la mener à bien, son propre fils, Nobukatsu. En plus de n'avoir aucune expérience, il est impétueux et indiscipliné. La pire des combinaisons possibles pour un chef militaire. Il va accumuler les erreurs, et la première sera d'avoir sous-estimé l'ennemi. Il pense que le code d'honneur de ses samouraïs est respecté et craint par les gens qu'il est sur le point d'attaquer. Une vulgaire bande de paysans à ses yeux. Dès le début, Nobukatsu fait des erreurs de débutant. Il compte faire la guerre avec une mentalité de samouraï sans même songer à recourir à des forces spéciales. Sa pire erreur est de ne pas avoir utilisé de ninja. Sans reconnaissance du terrain que des espions ninja auraient pu effectuer, Nobukatsu pénètre aveuglément le territoire ennemi. Une autre erreur fatale émerge de sa stratégie. Il n'était pas bien préparé, il n'a pas étudié le terrain. Il va utiliser la route principale sans avoir effectué la moindre reconnaissance au préalable. Nobukatsu entre en territoire totalement inconnu. Et c'est une erreur. Il ignore qu'Iga est un endroit particulier. La vallée d'Iga est traversée par une rivière qui s'appelle l'Atori. Et certains jours, la brume y est très épaisse. Lorsque c'est le cas, on a l'impression qu'Iga est un monde caché, dissimulé sous le brouillard. Les samouraïs de Nobukatsu pénètrent la vallée sans même imaginer ce qui les attend. Se dresse alors face à eux la dernière personne que Nobukatsu et ses hommes souhaiteraient voir, Hattori, le diable Hanzo. Quelques minutes plus tard, les éléments entrent en jeu. Le brouillard va envahir la vallée, et c'est un avantage pour les ninjas. Ils sont habitués à se battre dans ces conditions. Ils attaquent sur les côtés et par l'arrière, infiltrent les rangs des samouraïs et y sèment le chaos. Un chaos tel que des samouraïs vont s'entretuer, car ils ne voient même pas qui est l'ennemi ou pas. Les embuscades de ce genre font partie des bases stratégiques ninja. Amener l'ennemi en terrain inconnu et le détruire par le biais de tactiques contre lesquelles il n'est pas préparé. L'ennemi n'a alors aucune chance de s'en sortir. Les troupes de Nobukatsu sont réduites à néant. Le général se retrouve alors presque seul face aux ninjas. Avec beaucoup de chance, Nobukatsu va parvenir à prendre la fuite.
il sera le seul à survivre au massacre. Cette cuisante défaite répand une onde de choc dans le pays. L'élimination totale des meilleurs samouraïs de Nobunaga est un triomphe pour les ninjas. Mais cette défaite va pousser le tyran à déployer des forces colossales pour éliminer les hommes d'Iga. Quelques jours plus tard, le réseau d'espions ninja rapporte que Nobunaga rassemble une armée telle que le Japon n'en a jamais vue auparavant. Les troupes viennent de toutes les régions du pays, avec pour unique objectif la destruction des hommes d'Iga. Les ninjas savent pertinemment qu'ils ne font pas le poids face à une telle armée. Ils doivent couper le mal à la racine en assassinant Nobunaga. Et un seul guerrier shinobi semble capable d'accomplir cette mission. Né d'un clan d'Iga très respecté, Ishigawa Goemon a toutes les raisons de vouloir tuer Nobunaga de ses mains. En effet, sa famille a été tuée par les troupes du tyran, et depuis de nombreuses années, le ninja rêve de se venger. Mais l'assassinat de Nobunaga sera une tâche ardue, même pour le plus aguerri des ninjas. Car le chef de guerre est en permanence entouré de gardes du corps, et emploie aussi des troupes ninjas formées dans les écoles rivales d'Iga. Il dispose également d'un réseau d'espions efficaces, qui infiltrent et obtiennent des informations partout au Japon. Nobunaga sait que les hommes d'Iga envisagent de le tuer, et il les attend de pied ferme. Mais le réseau d'espions des hommes d'Iga parvient à obtenir une information cruciale. Le seul moment où Nobunaga n'est pas entouré de sa garde, c'est lorsqu'il se trouve dans son palais fortifié. Goemon va donc devoir infiltrer le château en postant des agents doubles à l'intérieur et assassiner Nobunaga directement dans ses appartements. Les techniques ninja sont alors au summum de leur développement. Goemon n'a que l'embarras du choix. Il a à sa disposition un vaste arsenal et une technologie qui n'a pas d'équivalent à l'époque. Les ninjas maîtrisaient ce qu'ils appelaient l'art du feu et utilisaient la poudre noire pour tout. Les explosions, les signalements, les effets de lumière. Ils étaient aussi maîtres dans l'art de disparaître derrière des écrans de fumée. Goemon sait que Nobunaga est très au fait des outils et stratégies ninja. Pour tuer le chef de guerre, il va devoir le surprendre en pensant autrement. Il jette alors son dévolu sur le poison, mais il va devoir l'administrer de manière tout à fait inédite. Il y a plusieurs manières d'administrer du poison. On peut se faire inviter chez quelqu'un et empoisonner la cible sur place. Pour ce genre d'opération, la strychnine est la plus recommandée, parce que quelques gouttes dans les plats servis aux invités et le tour est joué. Goemon sait que l'empoisonnement des plats ne fonctionnera pas, car Nobunaga dispose de goûteurs dont le rôle est de le protéger de ce genre de menaces. Le ninja doit trouver plus astucieux. Il y a aussi ce qu'on appelle l'empoisonnement des puits. Ils récupéraient les parties les plus toxiques des poissons fugus, les mélangeaient à des excréments, du plomb ou de l'arsenic, et versaient le tout dans les sources d'eau potable de l'ennemi. Une fois encore, les goûteurs de Nobunaga détecteraient l'eau empoisonnée bien avant qu'elle n'atteigne les lèvres du tyran. Goemon réalise alors qu'il devra empoisonner Nobunaga personnellement, et qu'il n'aura qu'une seule et unique chance de le faire. Il décide de se tourner vers une des substances les plus toxiques au monde, l'aconitine.
Quelques gouttes suffisent à tuer un adulte en parfaite santé, qui agonise pendant quelques minutes, puis meurt. Il n'existe pas d'antidote. Goemon doit maintenant élaborer une manière de l'administrer. Pour cela, il va fouiller dans les nombreux outils agricoles utilisés par la communauté montagnarde d'Iga, car les ninjas sont des maîtres dans l'art du recyclage et de la transformation d'instruments du quotidien. Les ninjas excellaient dans l'adaptation et la transformation de tout ce dont ils disposaient en armes. Le mot arme n'est aujourd'hui vu que d'une manière très précise et restreinte. Les ninjas, eux, voyaient les armes comme des outils, ce qui leur permettait de transformer presque n'importe quoi en armes. Les ninjas étaient recrutés parmi la population la plus pauvre de la région, qui était habituée à utiliser des outils basiques en lien avec les activités agricoles. Ils étaient capables de fabriquer des armes avec les outils que l'on trouve communément dans un jardin. Une simple fossile entre les mains d'un ninja peut s'avérer mortelle en situation de combat. Voici un kusarigama. Les fermiers coupent l'herbe avec. Mais les ninjas l'utilisaient comme arme de deux manières. En lançant d'abord le poing en fer situé au bout de la chaîne, pour qu'elle s'enroule autour des jambes de l'ennemi. Et une fois au sol, le ninja l'attaquait avec la lame. C'était très efficace. Le plan de Goemon est prêt. Il va introduire du poison directement dans la bouche de Nobunaga sans que ce dernier ne s'en aperçoive. Mais avant de passer à l'action, il reste au ninja une dernière chose à faire. Au cœur d'une bataille ou d'une mission, la peur est le pire des ennemis et les ninjas apprenaient très vite qu'il était vital pour eux de l'embrasser. Et souvent, avant une opération, ils s'adonnaient à la méditation et se concentraient sur le fait qu'ils n'avaient pas de foyer, pas de famille, pas d'amis et pas de pays. Tout ce qu'ils avaient, c'était leurs armes, leur force et leur esprit. Ainsi, leur mission n'était jamais perturbée par des pensées susceptibles de les distraire. Goemon se tourne vers la spiritualité shintoïste pour se préparer à la mission. Il s'adonne à une pratique ancestrale qui lui permettra d'atteindre un état de détachement complet de la peur. On l'appelle le Kujikuri. Le Kujikuri est un art spirituel ninja. Un ninja rassemble 9 concepts à l'aide de ses mains afin de fortifier son esprit. Les gestes effectués symbolisent la puissance, l'énergie, l'harmonie, la protection, l'intuition, la conscience, le contrôle, la nature et le zen. Goemon a accompli son rituel de mise en condition. Son esprit est prêt. La mission peut débuter. En pur style ninja, Goemon va d'abord se rendre presque invisible alors qu'il s'apprête à pénétrer la demeure de Nobunaga. Les agents doubles infiltrés dans l'équipe du chef de guerre lui ont préalablement fourni les informations nécessaires afin qu'il trouve sa cible. Une fois dans le complexe, il atteint un espace situé au-dessus de la chambre à coucher de sa cible. Les agents doubles infiltrés dans le château ont percé un minuscule trou positionné juste au-dessus du lit et surtout de la tête de Nobunaga.
Le ninja fait couler le poison le long de la ficelle. Juste au moment où il est sur le point d'administrer la dose mortelle, Nobunaga se réveille. Goemon sait qu'il a échoué et doit s'échapper au plus vite. En cas de fuite, un ninja dispose de plusieurs outils. Les makabishi sont des petits clous à 4 pointes qu'il jette derrière lui. Il les positionne aux endroits où il sait que l'ennemi va passer pour le pourchasser. Ainsi, les poursuivants marchent dessus et les clous percent leurs chaussures. Goemon a ralenti ses ennemis, mais il n'est toujours pas sorti d'affaire. Si les gardes du corps samouraï l'attrapent, il est mort. Il va utiliser une autre arme ninja, le célèbre shuriken. Voici des shurikens. Les ninjas les utilisaient surtout pour fuir l'ennemi. Ils les dissimulaient et s'en servaient en situation de danger. Ils se lancent comme ça. Goemon n'est pas parvenu à assassiner Nobunaga, mais sa fuite est un parfait exemple de l'ingéniosité shinobi, la transformation de simples objets du quotidien en armes fatales. Nobunaga est sur le pied de guerre, encore plus déterminé à éliminer les hommes d'Iga. Il prend les commandes de son imposante armée et la lance dans toute la région. Contrairement à son fils, Nobukatsu, il utilise dans ses rangs des ninjas qui sont pour la plupart des rivaux d'Hanzo. Un seul ordre est donné, n'épargnez personne. Nobunaga était un assassin sanguinaire. Il a ordonné à ses soldats d'exterminer tout le monde à Iga. Hommes, femmes, enfants, moines, tous ont été tués. Ces massacres ont forcé les hommes d'Iga à s'éparpiller aux 4 coins du Japon. Il ne restera rien des villages d'Iga. Ce bain de sang est une des pages les plus sombres de l'histoire du Japon. Nobunaga a détruit leurs maisons et leurs familles. Ces hommes ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont été chassés et déclassés. La vie des habitants d'Iga a changé pour toujours. Les hommes d'Iga, autrefois fiers et respectés, ont tout perdu, sans compter que les troupes de Nobunaga sont à leur poursuite. Leur futur s'annonce bien sombre. Ils n'ont plus de terre, plus de maison, plus d'argent. Pour survivre, ils vont devoir offrir leurs services en tant que paysans dans des régions où personne ne les connaît. Et alors que tout semble perdu, une extraordinaire nouvelle leur parvient. Suite à un coup d'État à Kyoto, Oda Nobunaga a été assassiné. Nobunaga avait pris le pouvoir suprême au Japon et a envoyé ses troupes en informer la population. Et alors qu'il est en position de vulnérabilité car ses armées se trouvent aux 4 coins du pays, un de ses généraux en profite pour l'assassiner et prendre le pouvoir. Cette bonne nouvelle pour les hommes d'Iga va toutefois plonger le Japon dans le chaos politique. Tous les alliés de Nobunaga doivent être éliminés. Les personnes associées à l'ancien régime sont exécutées. Et un chef de guerre est particulièrement en danger. C'est Tokugawa Ieyasu. Étant devenu au fil des ans un allié stratégique de Nobunaga, il figure en tête de liste des personnes à éliminer.
Ieyasu est très loin de ses terres et se retrouve dans des régions hostiles à sa présence. Il doit absolument regagner son territoire, mais il est encerclé. Après l'assassinat de Nobunaga, Ieyasu se retrouve dans une situation dangereuse. Il devait absolument rentrer chez lui et retrouver ses terres pour se mettre à l'abri. Et pour cela, il n'avait qu'une route à suivre. Le seul moyen pour Ieyasu de retrouver ses terres, c'est de passer par les montagnes de la région d'Iga. Hanzo se met à son service en proposant ses réseaux et ses forces ninja dépossédées à son vieil ami. La région d'Iga est le territoire d'Hanzo. Les hommes d'Iga n'avaient pas confiance en Ieyasu, mais Hanzo les a convaincus de le protéger et de l'aider à traverser les montagnes. Hanzo a profité de son influence et de l'autorité qu'il exerçait sur ses hommes pour accomplir sa mission. Alors que Ieyasu, Hanzo et ses hommes commencent leur périple à travers les montagnes, la nouvelle parvient aux oreilles des dirigeants du nouveau régime. Une unité de samouraïs est envoyée à leur poursuite, avec pour mission d'éliminer les fuyards et surtout Ieyasu. Cette fois, ce sont les ninjas qui tomberont dans une embuscade. Tokugawa Ieyasu s'en sortira vivant grâce à la détermination d'Hanzo et de ses hommes. Ieyasu était redevable parce que les ninjas lui avaient sauvé la vie. Il a alors engagé une centaine de ses hommes pour qu'ils gardent le château d'Edo, qui était l'ancien nom de Tokyo. Suite à la mort de Nobunaga, le nombre de campagnes militaires et de divisions au sein du pays va diminuer. La carrière politique de Ieyasu le mènera au sommet et il contrôlera plus tard un Japon unifié et pacifié. Son accession au pouvoir marquera le début de l'âge d'or du pays, car il est à l'origine d'une dynastie de shoguns qui s'étendra sur 265 ans. Une dynastie qui n'aurait jamais vu le jour sans les ninjas, et le plus grand d'entre eux, Hattori, le diable, Hanzo.